Quand vous sortez de la fac, qu'est-ce que vous savez faire ? Qu'est-ce que vous savez faire en sortant de la fac ? Moi, je vais vous dire, vous ne savez rien faire. Et c'est pour ça que je déteste la fac. Je suis le premier à me dire à un moment, quand je vais faire un plateau télé, quelle petite phrase je vais pouvoir sortir pour la punchline, etc. Alors, c'est sympa parce que c'est de la rhétorique, c'est de l'éloquence, enfin, il y a cette volonté-là. Mais en même temps, si on n'est pas capable d'en sortir nous-mêmes, effectivement, on se piège dans notre propre piège. À savoir pourquoi autant de gens adhèrent aujourd'hui au discours de Marine Le Pen. Parce que, oui, mais... C'est-à-dire qu'il y a un côté un peu Jacques Attali, comme ça, qui, oui, mais la France a toujours été immobile, regardez en Allemagne, etc. Je pense qu'on peut regarder en Allemagne. Mais tu partages ce constat de l'immobilisme français en matière économique, en matière... C'est-à-dire que je... Attends, pause. C'est quoi le Crayon Média ? On est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant 3 piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo. Vous mentez. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Bah, allez-y, je pense à quel chiffre là ? 70 milliards. N'importe quoi. Je pensais à 1000. C'est pas le concours de la petite plaque. Parce que tu veux, j'entends pas. Non, oui. C'est normal. Ni bien ni pas bien. Je peux venir pour avoir des bons ou des mauvais points. Que vous le voulez ou non, vous avez une tête d'arabe. Vous ressemblez à mon oncle Mahfoud au Maroc. Monsieur Chambaud, votre adversaire vient de marquer un point, une réaction. Les gens n'ont plein de cul des arabes. On se calme la merde. Je veux dire, on n'est pas dans une cour de prison, quoi. On est tous dans la même équipe. Salut à tous et bienvenue dans le Ring 7. Aujourd'hui, nous allons parler de la jeunesse. Par la jeunesse. On a vu énormément de plateaux télé abordant le sujet avec des personnes, selon nous et selon le crayon, bien trop âgées pour traiter du sujet. Nous avons donc décidé de parler de ces thématiques avec des gens de notre génération, puisque les deux débatteurs ont moins de 25 ans. À votre droite, Ambroise Méjean, délégué général des Jeunes avec Macron, les JAM comme on le dit, qui lui défend que notre jeunesse n'est pas sacrifiée et qu'il y a encore beaucoup d'espoir pour notre génération. À votre gauche, Maxime Liédo, auteur de ce livre, Génération fracassée, qui conteste notamment la gestion du gouvernement de la crise du coronavirus et plus globalement le délitement intellectuel et culturel de notre génération. Vos débatteurs sont prêts. Votre présentateur est prêt. Jules, t'es prêt toi ? Je suis prêt. On se retrouve dans le ring. Donc on se retrouve au cœur du débat. Je suis aujourd'hui avec Maxime Liédo, qui est essayiste et qui a sorti ce bouquin, Génération fracassée, qui est un livre qui parle de la jeunesse et de ce qui s'est passé notamment pendant le Covid. Bonjour Maxime. Bonjour, merci de m'inviter. Merci à toi d'être là. Et je suis avec Ambroise Méjean. Ambroise, tu es le délégué général des Jeunes avec Macron. Bonjour Ambroise. Bonjour, merci pour l'invitation. C'est un grand plaisir de vous recevoir tous les deux. Aujourd'hui, on est là pour parler de jeunesse dans leur globalité. On a discuté un peu en off en s'amusant que c'était beaucoup de personnes âgées qui en parlaient. On va décider du coup de le faire avec que des jeunes de moins de 25 ans à la table. Ça fait quand même très plaisir. C'est unique. Moins de 25 ans pour quelques mois. Moi, Pour quelques mois, bon, on est content. 3 ans encore, donc ça va. Je vais jouir de ce statut encore un peu. On va tous en profiter pour l'instant. Donc, moi, ce qui m'intéresse, et ça va être un peu la trame globale de ce débat, c'est est-ce qu'on peut parler de jeunesse sacrifiée, qui est un terme qui est beaucoup réfuté, notamment à La République En Marche, et quelles sont les jeunesses de France et quelle jeunesse avec un S pour la France aujourd'hui. Et j'aimerais qu'on commence du coup avec cette question. C'est la crise du Covid a été beaucoup considérée, notamment par notre jeunesse, comme une crise où on privilégiait du coup les personnes âgées au détriment de la jeunesse, notamment dans la gestion sanitaire et dans la gestion des restrictions de liberté. A-t-on oublié la jeunesse ? Et donc du coup, quelle responsabilité on peut porter, que ce soit au gouvernement ou au corps sociopolitique qui nous représente ? Maxime, si tu veux commencer. J'ai l'honneur de commencer. Non, déjà, il y a quelque chose qui est très important, c'est en effet de dire qu'il y a des jeunesses. Parce que si on commence à mettre tout le monde dans un même panier, le débat est inutile et même le fond est totalement absent. Je pense en effet qu'il y a eu une jeunesse qui a été totalement oubliée. Il y a eu les plus jeunes, dans le sens, on peut même remonter aux 12-10 ans, c'est-à-dire là où il y a les fondamentaux, lire, écrire, compter pour reprendre... la paraphrase, pour paraphraser un ministre de l'Éducation nationale qui a perdu énormément d'heures de cours, qui fait que la France, encore aujourd'hui, se retrouve dans les classements Teams, souvent plus en bas de l'échelle qu'en haut. Il y a eu en effet après les collégiens, et puis il y a eu les lycéens avec le bac. Aujourd'hui, on voit que des modalités changent, mais c'est un peu le même esprit. Et puis, celle qui m'a le plus intéressé, parce que c'est celle que j'ai côtoyée, c'est la jeunesse d'abord en alternance, ensuite en stage et ensuite à la fac. Fac parce que des conditions exécrables depuis des années, mais qui ont été extrapolées avec la crise du Covid. Et puis, il y avait quand même le spectre de 2008, qui n'est pas les crises de la peste ou quoi que ce soit, mais où la crise économique a tellement bouleversé le paysage que, pas de chance, on avait promis une génération qui ne serait pas sacrifiée
sacrifiée. On a eu une génération sacrifiée. Donc ces jeunesses-là, c'était celles qu'en effet qui étaient à la fac, qui cherchaient un stage, ou pire encore, qui allaient entrer sur le marché du travail, qui étaient en train d'y rentrer, et avec la crise qu'on a connue, se sont fait virer, n'ont pas eu de stage, et je donne les chiffres dans mon livre. Ceux qui ont été le plus touchés d'abord par la crise, c'était ceux qui n'ont plus de stage, ceux dont l'alternance a été annulée, ceux qui étaient censés entrer en entreprise et ça n'a pas marché, ou ceux finalement qui comptaient finir leur diplôme, ils voulaient faire un master, ils comptaient s'y arrêter, ils ont reprolongé sur un doctorat, etc. Donc j'ai essayé de parler de ça le plus justement possible. Et donc du coup, on parle de jeunesse sacrifiée. On sait que c'est un terme qui est beaucoup réfuté par le gouvernement et certains politiques. Comment toi tu te positionnes en tant que délégué général des jeunesses avec Macron et plus globalement avec ton expérience, que ce soit avec tes proches ou ce que tu as vu sur le terrain? En fait, j'aime pas le terme sacrifié parce qu'il donne la sensation que le sacrifice a été effectué et qu'on ne peut pas se rétablir. Et effectivement, ça a été dur. Enfin, pour le coup, je partage une grande partie de ce que tu viens de dire, Maxime, à tous les niveaux de chaque génération. Après, il faut nuancer, c'est-à-dire que la question, c'est cette crise, elle a frappé le monde entier de manière assez dure, à la fois de manière économiquement, à la fois socialement. Et la question, c'est comment est-ce que la France en est sortie, au regard aussi des autres pays, sur l'éducation des plus jeunes, sur le collège, sur le lycée, mais aussi sur les écoles primaires. On est le pays qui a le plus ouvert ses écoles au monde, pour une raison simple, parce qu'on a fait ce choix-là, quand je dis on, c'est la majorité, le gouvernement, de dire la priorité doit être donnée à l'éducation. Et oui, effectivement, surtout en France, quand on connaît la position dans notre classement éducatif aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de prendre plus de retard. Et quand on regarde la grande enquête qui a été faite il y a quelques semaines sur le décrochage scolaire à l'échelle mondiale, on se rend compte que la France, pour le coup, a résisté en 2020, là où pas mal de pays se sont effondrés. Donc là-dessus, je vois une différence d'interprétation par rapport à ça, même si évidemment, ça a été difficile pour tous les élèves. Enfin, ma petite sœur est au lycée, elle était au collège l'année dernière, donc j'ai vu un peu les cours à distance, etc. Tout n'était pas parfait, il y a eu quelques bugs d'organisation et tout le monde le connaît. Tout le monde n'est pas équipé aussi. Tout le monde n'est pas équipé, etc. Donc il y a eu plein de choses à réparer, mais il y a une priorité qui a été donnée à la protection de cette jeunesse-là. Ensuite, il y a deux autres types de jeunesse qu'on peut aborder, tu en as parlé un peu, c'est à la fois ceux qui sont étudiants pas forcément à la fac, qui sont étudiants aussi en alternance, etc. Ceux qui bossent, qui ont cherché un emploi ou qui bossent. Et donc on peut aussi faire le distinguo entre 18-24 et 25-35, même si ce n'est pas toujours le plus simple, mais entre les étudiants et ceux qui aujourd'hui sont à l'école ou dans un parcours scolaire, et ceux qui sont au travail. Sur les premiers, évidemment que c'était difficile parce que pour le coup les facs ont été fermés assez longtemps, que ça a surpris tout le monde, y compris l'État. Enfin, il faut bien le dire, quand on est arrivé en mars 2020 et que tout a fermé d'un coup, personne ne s'y attendait, voire même on disait le contraire quelques jours avant parce qu'on ne pensait pas que ça devait arriver. Donc il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que rien n'était préparé. Sur la question des personnes qui étaient les étudiants, il y a eu plein de mesures qui ont été mises en place, plus tôt qu'on ne le croit, plus souvent plutôt que les gens ne veulent bien le dire. Par exemple, sur la première partie de la crise, on a ce qu'on appelle des fonds d'urgence du Crous, qui est l'organisme social qui aide les étudiants. On a doublé les aides d'urgence en avril 2020 pour que les étudiants en fassent la demande. Mais le problème, et on pourra peut-être y revenir de manière plus en détail, c'est qu'en France, on a beaucoup de systèmes d'aide, mais qu'en fait, personne ne sait qu'ils existent et personne ne les utilise. Et donc, il y a eu une réponse qui a été apportée, peut-être pas toujours suffisante, peut-être pas au bon moment, peut-être en décalé, mais en tout cas, on a essayé d'y répondre. Et sur le dernier point que tu as abordé, qui est très intéressant, sur la question des gens qui sont rentrés sur le marché du travail ou qui sont en emploi. Ces gens-là, pour le coup, la France, là, elle a fait un effort majeur. Il y a le plan Un jeune, une solution. Au-delà même des éléments de langage, ce qui est intéressant, c'est de prendre les chiffres en comparaison de la crise de 2008. La récession qu'on a connue est une récession qui était plus forte que celle de la crise de 2008 en termes de baisse du coup de notre produit intérieur brut, de notre croissance. Et donc, on a eu là une crise économique majeure. Par contre, sur l'emploi des jeunes, il y avait eu une baisse de 30%, une hausse de 30% du chômage des jeunes sur la crise de 2008. Là, la hausse, elle n'a été, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets parce que ça concerne quand même des gens, mais que de 10%. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a mis en place des primes à l'embauche pour les apprentis, pour les travailleurs, de 4 000 € pour un jeune de moins de 25 ans. D'ailleurs, encore en vigueur jusqu'à la fin du mois de mai, donc profitez-en si vous êtes employable ou employeur. Et par contre, où est-ce qu'on peut retrouver ça ? Ça, c'est sur le site du gouvernement unjeune-une-solution.gouv.fr qui, en plus de retracer les aides, retrace aussi toutes les offres qui sont mises à disposition. Et puis, il y a une autre aide que j'aime beaucoup, c'est celle à destination des apprentis. Parce que souvent, en France, on a une espèce de détestation de tout ce qui est les parcours un peu différents. Les apprentis, c'est des gens qui bossent à la fois et qui en même temps étudient, donc qui mêlent parcours professionnel et parcours étudiant. On a fait une aide à l'embauche de 8 000 €
Et l'année dernière, en 2020, il y a eu 500 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés. C'est un record, c'est plus de 150 000 par rapport à l'année précédente. Et ça, c'est un truc qui est incroyable parce que c'est des gens qui, en entrant en apprentissage, souvent, généralement, après, restent dans l'entreprise dans laquelle ils sont rentrés et continuent leur parcours. Et ça évite que leur génération, justement, ou que leur parcours soit sacrifié. Toutes les aides et toute la démonstration qu'a dû faire le gouvernement de son soutien envers la jeunesse a été aussi fait parce qu'on a privilégié des mesures strictes de confinement et d'autres qui allaient dans le sens de la protection des personnes plus âgées en sacrifiant ou du moins en fracassant, comme le dit ton ouvrage. Et donc du coup, il y a eu cette opposition souvent faite. Comment toi tu te positionnes, Maxime? Tu pourras répondre évidemment. Oui, alors d'abord, il y a quelque chose de très intéressant quand tu dis dans l'idée de génération sacrifiée ou même de génération fracassée, pour prendre le titre d'un excellent livre. Non, mais il y a cette idée que ça a été un choix. Moi, j'ai le propos dur dans l'idée que je pense qu'il y a eu quelque chose qui est délibérément un choix. C'est peut-être conscient ou pas conscient, mais quand dans le calendrier de déconfinement qu'on nous propose en décembre, tout est annoncé sauf les universités, pour moi, il y a quelque chose qui est révélateur d'une pensée au sein du gouvernement. Quand tu parles des aides, et je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, un jeune, un emploi, ça propose des jobs, tu as raison de le dire, ça propose des stages, etc. J'ai regardé pendant que tu parlais les stages qui sont proposés. J'ai un taf d'aide-soignante ou tu vois, des agents de production, de montage à temps plein. Donc tu vois, je trouve que c'est en effet, ça part d'un bon sentiment, mais je ne connais pas par exemple beaucoup d'étudiants, tu vois, qui peuvent cumuler études et par exemple agent de production à temps plein. Mais ça, je pense que c'est en effet des choses sur lesquelles on n'a pas le pouvoir et qu'il est très compliqué. Maintenant, sur l'opposition, est-ce qu'on a en quelque sorte fracassé une jeunesse au détriment ou en fait en faveur des personnes âgées? Oui, je le pense. Ça peut se prouver pour beaucoup de choses. Déjà parce que notre pays, il y a 65% de la population, ce sont des personnes âgées, et donc dans cette pandémie, des personnes à risque. Donc on a dû les protéger. Il y a des chiffres aujourd'hui dans la presse qui sont sortis, notamment un rapport de la Génération Libre, un think tank économique, qui estime qu'il y a eu 500 000 vies sauvées contre 1 200 000 vies qui ont été en quelque sorte fracassées, dans le sens où ces vies, c'est des gens qui ont perdu leur entreprise, des choses qui ont fait faillite, des restaurateurs qui ne peuvent plus rouvrir, etc. Donc en fait, j'ai envie de dire les vrais dégâts du confinement. Et ensuite, les étudiants qui ont d'ailleurs arrêté leurs études également. Bien sûr, et ça va dans tout ça, mais dans cette idée qu'on a privilégié en effet la volonté de protéger les personnes âgées davantage que éventuellement protéger la jeunesse, ça s'est fait dans la vaccination. Et je ne dis pas qu'il y a de solution miracle, parce que je ne vais pas faire preuve d'ultra crépidarianisme, pour reprendre des mots d'Étienne Klein, mais je ne vais pas m'afficher spécialiste dans un domaine dans lequel je ne suis pas, et je ne suis pas médecin. Donc je ne vais pas dire oui, mais en revanche, ce que je constate, c'est qu'on nous a dit pendant toute la première partie de la pandémie, vous voyez, le virus est dangereux parce que c'est vous qui le portez. Donc c'est les personnes qui travaillent, c'est les gens qui prennent le bus, c'est les gens qui vont au cinéma, c'est les gens qui sont dans les transports. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez vous mettre en télétravail, parce que si vous bougez, vous allez transporter en quelque sorte le virus. Et on nous a même dit pendant la première période de la crise, c'est une course qu'on ne la montre. Et arrive la vaccination et on nous fait l'éloge de la lenteur. C'est-à-dire que, alors on va faire des catégories. D'abord les personnes les plus à risque, d'abord les personnes dans les EHPAD, et on a l'impression, on a eu le sentiment, moi en tout cas pour pas engager tout le monde, mais on a eu le sentiment en quelque sorte que, alors qu'on était censé faire une course contre la montre, pendant la vaccination ou pendant le début de la campagne, on faisait l'éloge de la lenteur, et qu'il y avait cette idée que finalement on allait vacciner d'abord ceux qui avaient l'habitude de rester sur place. C'est-à-dire les EHPAD, d'ailleurs au début je rappelle quand même que les soignants n'étaient même pas les plus à risque aussi quand même. Et les plus à risque, mais les plus à risque, bien sûr, quand on dit que la priorité c'est de retrouver la vie d'avant, c'est très bizarre de vacciner en priorité ceux qui sont peut-être à risque mais qui ont l'habitude d'être enfermés. Je ne dis pas que c'est un choix éthique, je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais je dis qu'intellectuellement parfois ça peut être difficile à comprendre. En fait, moi j'aime bien prendre la question dans l'autre sens et me dire, si on n'avait pas fait ce choix-là, et si on s'était dit, ok, on ne fait pas le choix de protéger les personnes les plus à risque, donc les personnes âgées, en résumé. Et on ferait le choix de la jeunesse. On fait le choix de la jeunesse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie potentiellement ne pas confiner, ou en tout cas ne pas avoir des mesures aussi drastiques, et donc ça signifie à la fin, en toute logique, une explosion du nombre de cas, et à la fin un bilan à la fois humain, mais surtout un bilan psychologique fort, dans le sens où qu'est-ce que ça aurait donné? Ça aurait donné les images qu'on a eues au Brésil, dans certains pays émergents, où en fait les systèmes de santé ont été débordés, où l'hôpital a été incapable de suivre, où on n'a pas eu la capacité de soigner tous les gens qui se sont présentés à l'hôpital, et ça aurait donné cet effet-là, qui est pour moi un effet désastreux sur la civilisation telle qu'on la conçoit, qui est un effet de dire on a abandonné certaines personnes au détriment d'autres, mais de manière visible, et pas uniquement les personnes âgées, aussi le système de santé en tant que tel. Il y a ce côté-là, et après sur la question de la vaccination, parce que
c'est important de rétablir aussi les faits sur la façon dont ça s'est passé. Ce n'est pas un choix politique de vacciner en priorité les personnes les plus âgées, c'est un choix médical. Qui a pris cette décision? La Haute Autorité de Santé, qui est compétente et qui a dit qui est-ce que vous allez vacciner dans l'ordre en fonction des doses dont vous disposez. Derrière ça, il y a quand même une réalité scientifique aussi. On parlait souvent de dire on va confiner les EHPAD et uniquement les EHPAD et comme c'est ceux qui sont le plus touchés, ça fera baisser drastiquement le nombre de cas. La réalité, c'est qu'avec le niveau de contagiosité du coronavirus, on a constaté, parce que c'était le cas, que même quand les EHPAD étaient confinés, que même quand tout le pays était confiné, on avait encore des centaines de morts dans les EHPAD pour une raison simple, c'est que l'étanchéité, elle n'existe pas. Et donc, en fait, le fait de dire on va confiner que les personnes âgées, de toute façon, n'aurait pas suffi, je pense, à réduire suffisamment la circulation du virus pour protéger nos soignants. Donc on retombe toujours sur le même débat sur est-ce que la priorité était à donner à notre personnel médical, à nos personnels soignants et à notre système de santé de manière générale, ou est-ce qu'on faisait le choix d'accepter qu'à un moment ça déborde. Et ça, pour le coup, je pense que c'est inacceptable politiquement parce que c'est des images qui sont des images… Comme on a vu en Italie. En Italie ou même au Brésil, en Inde en ce moment, c'est des images, je vais utiliser un mot qui est peut-être péjoratif, mais tiers-mondistes, à l'heure où on se pose la question du rang de la France et de la façon dont notre pays tient sa place dans l'échelle mondiale, c'est absolument inacceptable de voir ça. D'ailleurs, ça devrait être inacceptable de le voir partout dans le monde, mais en France particulièrement, en tant que responsable français. J'aimerais qu'on fasse évoluer tout le sujet et qu'on parle aussi de la vision qu'ont les médias et les politiques de la jeunesse. On parle beaucoup de la jeunesse. Moi, je préfère qu'on parle des jeunesses, et je pense que c'est votre cas à vous également. Et là, j'aimerais, au-delà des catégories socio-professionnelles et des différences d'âge, j'aimerais qu'on parle des jeunesses idéologiques. Quelles sont-elles, selon vous, Maxime? Quelles sont les différentes jeunesses? Et je ne te demande pas de les citer ou de faire une liste, mais qu'est-ce que tu vois s'opposer dans notre jeunesse, les différents courants, certains qui sont peut-être pour ces stratégies justement de protéger les personnes âgées, d'autres beaucoup plus libertaires. Où est-ce que la jeunesse aujourd'hui se situe politiquement? C'est toujours une question un peu difficile. Je pense qu'il y a une partie… Il y a une partie de la jeunesse qui est, je pense que c'est peut-être la majorité qui s'en fout. C'est-à-dire que, je me trompe peut-être, mais il y a une majorité de la jeunesse qui est apolitique, qui vit sa vie, dont le but est d'avoir un travail, de réussir ce qu'elle est en train de faire, de vivre correctement et à peu près normalement, alors parfois en bossant, parfois en bossant pas, en ayant des parents qui payent, en n'ayant pas des parents qui payent, en se débrouillant pas, en touchant des aides de l'État, en touchant pas des aides de l'État. Il y a cette jeunesse qui s'en fout. Je pense qu'après, il y a toute une partie de la jeunesse que j'appelle d'ailleurs dans le livre la génération un peu Calimero, qui est, je pense, une jeunesse qui est perdue, une jeunesse qui est passée pourtant par, on va dire, des circuits classiques au sein de l'éducation, etc., mais dont il manque un truc et qui a plus des tendances sur certains sujets, notamment sociétaux, à être à la fois très progressiste, mais à la fois, quand il s'agit d'avoir des désaccords, très communiste, c'est-à-dire d'avoir des refus de la nuance, alors refus de la nuance, refus du débat, nombriliste également. Nombriliste aussi, mais ça je pense qu'il faut être assez honnête, tout le monde l'est un peu à différentes échelles, tout le monde l'est un peu, il faut avoir cette honnêteté intellectuelle. On te l'accorde grandement, celui-là. Non, et puis je pense qu'il y a une autre jeunesse. Et je pense que c'est celle qu'on entend le moins parce que l'autre jeunesse dont on parle, un peu Calimero, je pense qu'elle est représentée, elle n'est pas non plus identique, mais je pense qu'elle est représentée par des syndicats, elle est représentée même parfois par des intellectuels avec tous les guillemets que ce mot engage. Des militants également. Des militants, des penseurs. Et je pense qu'il y a une autre partie de la jeunesse, j'ai envie de dire un peu comme nous, non, mais qui aime les idées, qui aime défendre les siennes, qui s'engage et qui n'est pas suffisamment représentée. Ou alors si elle est représentée par caricature, mais qui a des idées, qui les exprime différemment, mais qui n'est pas visible parce qu'en fait on ne va pas les chercher, qui s'engage ailleurs, qui s'engage parfois dans les manifestations certes, mais qui est capable de s'engager sur Twitch en donnant de l'argent à des associations par exemple, qui s'engage, je ne sais pas, avec une petite start-up, dans une association. Et je pense que cette jeunesse-là, elle a été parfois mise en lumière par quelques articles, par quelques reportages, par la fameuse rumeur du monde, à droite et à gauche, mais on la voit pas au quotidien, alors que je pense qu'elle est beaucoup plus importante qu'on pense. Et cette jeunesse-là, elle lit, elle joue aux jeux vidéo, elle fait des études, elle est brillante, elle pense, et elle en a marre de voir son pays sombrer avec une jeunesse qui ne la représente pas, ou comme tu dis, qu'on qualifie la jeunesse, sans dire des jeunesses. Tu partages cet avis, et puis est-on aussi, ça m'intéresse d'avoir ton avis là-dessus, est-on un peu infantilisé aussi à notre génération, alors même qu'on maîtrise que ce soit les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et autres? Mais je réponds et j'ouvre le sujet également. Sur les différentes jeunesses que tu cites, je rejoins globalement le constat. J'irai plus loin sur l'engagement, sur le fait que, en fait, aujourd'hui, l'engagement prend des formes différentes de ce qu'il a pu être par le passé.
On avait une société dans les années qu'on n'a pas connue, mais qu'on peut retracer dans les années 70, 80, 90, qui était structurée politiquement de manière très forte entre deux courants de pensée, on peut dire la droite et la gauche, avec deux façons de voir le monde très différentes. Aujourd'hui, libéral ou socialiste. Oui, ou socialiste ou conservateur, ou en tout cas avec cette opposition assez frontale qui existait dans la classe politique et qui existait aussi dans la société. Les gens étaient de gauche ou de droite, avec tout ce que cela signifiait derrière, mais il y avait cette fracture forte qui était à peu près à une part égale de la population. Aujourd'hui, on le voit dans la classe politique, mais on le voit aussi de manière plus générale dans la population. Il y a tout a été fragmenté. On l'a vu en 2017 à l'élection présidentielle, et on le voit aussi dans la façon dont les gens s'engagent peut-être de manière différente. Là où il était plutôt facile à l'époque de rejoindre un syndicat parce qu'il y avait plus de gens syndiqués, de rejoindre un parti politique parce qu'il y avait plus d'adhérents dans les partis politiques. Aujourd'hui, les gens ne le veulent pas. Et donc tout le travail qu'on a à faire aujourd'hui, je trouve, en politique et de manière plus générale dans la société, c'est de faire comprendre, je pense à quelqu'un qui s'engage, qui va à une marche pour le climat, qui fait le choix de lutter contre la chasse à courre ou je ne sais quoi, ou qui de dire en fait cet engagement citoyen, il peut se traduire par un engagement politique et ça a du sens de venir en politique, dans le monde politique, changer les choses. Dans mon engagement politique depuis 2016, quand j'ai rejoint Emmanuel Macron, j'ai la sensation d'avoir un chemin de société, en tout cas une vision de la société avec le président de la République qui est plutôt cohérente. En tout cas, il y a des choses sur lesquelles... Tu ne vois pas de contradiction dans la vision sociale de Macron ? Non, mais je dis pas qu'il n'y a pas des moments où on a pu faire des choses qui ne me plaisaient pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas des moments où il y a des choses sur lesquelles on a tangué, où ça a bougé, etc. Mais globalement, sur le projet de société qu'il porte, j'ai pas de doute sur là où je vais. Et je pense que ça nécessite aussi peut-être parfois, et dit comme ça, c'est peut-être pas très fin, mais ça nécessite parfois aussi d'aller chercher plus loin que ce qu'on veut bien nous montrer. Mais c'est marrant, et après je pense qu'il y a d'autres questions, donc ça va permettre aussi de clore le sujet. C'est très marrant, n'empêche qu'on dise oui, les gens vont chercher la petite phrase, etc. Parce que quand Emmanuel Macron dit aujourd'hui les journalistes ne font plus leur boulot, c'est quelque chose qu'il a dit, qu'il a exigé, et c'est paradoxalement le premier à aller faire des petites phrases, on en parlait un peu en off et c'est très révélateur. Alors d'un côté ça market et ça fait passer un message, et quand on va chercher le fond de dire ah oui mais c'est pas ça que j'ai voulu dire, et en fait ce qui est aussi un peu bizarre avec la pensée macroniste ou macronienne selon même la pensée présidentielle, c'est-à-dire la phrase de Gilles Legendre, notre pensée est trop complexe, trop intelligente, trop subtile, c'est-à-dire qu'elle est tellement subtile que parfois on a l'impression qu'il n'y a pas de fond, c'est-à-dire que en effet le pognon de dingue, un emploi, t'as qu'à traverser la rue, etc. Même si le message est passé, derrière, on a quand même en effet du mal à voir où était le fond parce que lui-même met en avant les petites phrases pour occuper ou pour faire diversion. Donc je pense que c'est un sujet qui ne doit pas être évident. Le politique a une à la responsabilité aussi dedans, évidemment. Enfin, c'est pas que le médiatique, mais je prends un exemple extrêmement concret de l'actualité très récente sur la question de la levée des brevets et des vaccins à l'échelle internationale. On a eu le droit la semaine dernière à tout un tas d'articles de presse et de commentaires de la gauche qui nous a expliqué Biden est génial, il veut lever les brevets. Mais la réalité, c'est qu'en fait, lever les brevets, ça permet pas d'avoir des vaccins dans le monde entier. Alors que ce qu'a fait le président de la République il y a un an, pas il y a 3 jours ou 3 semaines, en disant on va mettre en place une alliance internationale en fournissant des vaccins aux pays en voie de développement, ça permet de fournir des vaccins concrètement. Et quand les journalistes disent au président regardez, en fait Biden il est plus progressiste que vous, le président leur répond très justement mais en fait juste vous n'avez pas suivi l'actualité, vous n'avez pas suivi de fil. Et c'est je pense cette absence aussi à un moment de volonté d'aller chercher plus loin que ce qui peut être une simple couverture médiatique, ça pose problème dans le débat public. Et des fois, on en use et on en abuse en politique. Enfin, je suis le premier à me dire à un moment, quand je vais faire un plateau télé, quelle petite phrase je vais pouvoir sortir pour la punchline, etc. Alors, c'est sympa parce que c'est de la rhétorique, c'est de l'éloquence, enfin, il y a cette volonté-là. Mais en même temps, si on n'est pas capable d'en sortir nous-mêmes, effectivement, on se piège dans notre propre piège. Je vais rebondir justement sur cette logique de punchline et du bon mot, du buzz et même en fait de la polarisation en fait, des avis qu'on va résumer en une petite phrase qui va tourner en boucle sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles les jeunes et notre génération s'engagent moins en politique et donnent moins leur avis, par peur aussi de se retrouver dans une tornade sur les réseaux sociaux ou sur d'autres canaux de distribution, parce que du coup leur avis, dont parfois ils ne sont pas certains, du coup se retrouvent en fait à être vilipendés, et comme on se retrouve, et on l'a vu, et même toi j'ai vu plusieurs fois que tu avais reçu des critiques très acerbes sur les réseaux sociaux. Peut-être que des gens sont moins courageux, peut-être par exemple que toi, ou peut-être qu'il faut une forme de courage et donc ou du moins une forme de protection. Et la loi Avia essayait d'aller dans ce sens-là pour te contredire, pour permettre aux gens justement d'exprimer leur avis. Oui, alors c'est... Ne partez pas sur le débat sur la loi Avia. S'il vous plaît. On ne fera pas de débat sur la loi Avia. En plus, parce que j'essaye d'être un peu sympathique, je risque de tourner très vite vers le désagréable. Est-ce que notre génération, une bonne partie de la génération, s'inhibe par peur aussi de se retrouver au cœur de la tempête ?
Bon, alors déjà, je suis toujours très compliqué aujourd'hui de s'octroyer des mots comme courageux, etc. Parce que déjà, à partir du moment où on arrive à comprendre que les réseaux sociaux, ce n'est rien, on prend tout de suite, on arrive beaucoup à se détacher. C'est à la fois pratique et à la fois rien du tout. C'est-à-dire oui, peut-être que les gens ne le voient pas comme ça. Oui, et dans ce cas-là, il faut expliquer à ces gens, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, c'est devenu un métier d'être sur les réseaux sociaux, ils sont influenceurs, etc. Et moi, je ne juge pas, ils sont très heureux. C'est d'ailleurs pour ça, ils sont tellement heureux, ils sont français qui partent à Dubaï, qui ne payent pas d'impôts, mais c'est un autre débat. En revanche, là où c'est un vrai sujet, c'est que je ne pense pas que ça ne concerne que la politique et l'engagement, parce que les réseaux sociaux, notamment son engagement, permettent un développement formidable, le nombre de cagnottes, le nombre de comment on va dire ça, d'initiatives qui ont été relayées grâce aux réseaux sociaux, le nombre de petites vidéos, par exemple des gens comme Guillaume Rosier qui est à l'origine de Covid Tracker, etc. Sans les réseaux sociaux, ça n'aurait même peut-être pas eu la même visibilité, la même efficacité. Donc il y a un côté très pratique. Et donc dans ce cas-là, on va rebondir sur le prochain thème de ce débat qui sera un des derniers, mais c'est sur les conflits et les visions de la société. On en a parlé un peu tout à l'heure sur quelle jeunesse y avait-il en France idéologique notamment. Là, j'aimerais qu'on comprenne et qu'on essaie de voir quelles sont les visions de la France, parce que je pense que c'est ça aussi qui crée tout tant de clash et tant d'opposition, c'est l'opposition frontale de certaines visions de la France. Sont-elles irréconciliables ? Est-ce qu'il y a plusieurs France irréconciliables ? Je pense que Manuel Valls aurait adoré répondre à cette question. Non, de manière plus sérieuse. Peut-être l'appeler, d'ailleurs, un sujet. On peut, voilà, exactement. Je peux faire appel à un ami pour pouvoir répondre à cette question. Après, c'est une question que je trouve en fait un peu étrange dans le sens où, par principe, dès lors qu'on veut s'engager, on s'engage parce qu'on a une vision de la société. Et ce qui est intéressant dans l'engagement, c'est aussi d'avoir de la confrontation. Parce que ce serait très aseptisé comme société si chacun se disait « bon, super, on a la même vision de la France et c'est cool, on est d'accord sur là où on va ». Beaucoup refusent le débat. Beaucoup qui sont engagés dans leurs idées refusent le débat. La question, effectivement, c'est quelles sont les visions qui s'opposent et ensuite, après, comment est-ce qu'on est capable de parfois les dépasser. Et le système français n'est pas forcément très adepte du dépassement. C'est-à-dire que ce qu'a fait d'ailleurs Emmanuel Macron en 2017, qui était une recomposition de la vie politique en disant il y a des gens qui sont au centre-gauche, qui pensent la même chose que des gens qui sont au centre-droit sur l'essentiel des points et qui sont plus proches politiquement. Enfin, je sais pas, Manuel Valls et Alain Juppé, je prends deux exemples de politiques que tout le monde connaît à peu près, sont plus proches idéologiquement que Alain Juppé et Bruno Retailleau à la droite de la droite ou que Manuel Valls et Jean-Luc Mélenchon à la gauche de la gauche. Il y a plus de proximité à l'intérieur de ce qui peut être considéré comme aujourd'hui notre majorité qu'à l'intérieur de ce qu'était la droite et la gauche avant. Et ça se traduit dans une forme aussi de changement des clivages politiques et partisans. Évidemment qu'il y a des visions divergentes de la France et évidemment que la politique doit permettre d'avoir ce débat. Après, c'est bien aussi qu'elles existent. Enfin, ça ne me pose pas de problème. Je te laisse répondre. Et du coup, quid de notre cohésion nationale, c'est de réussir à réunir. Oui, après, il faut se réunir sur l'essentiel. C'est ça le sujet. Les gens qui ont ces visions différentes. Alors là, il y a quelque chose sur lequel je vais totalement rejoindre Ambroise, qui est la volonté en France. C'est des étiquettes. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on a discuté un jour avec une personne, on est de droite. On est catalogué. Oui, c'est ça. Je l'ai vu pendant le livre. Sous prétexte qu'on discute avec Michel Onfray, on est un nazi, en gros. Et puis, quand on parle avec d'autres, on est un saint. Donc, c'est quand même très bizarre, surtout venant de gens qui sont censés informer les autres. C'est-à-dire que, la qualité de l'information s'en trouve tout de suite un peu amoindrie. Et ensuite, il y a une autre chose, mais ça, c'est un peu une marotte que j'ai, je l'assume, tant pis, qui est que, outre toutes les choses que tu as évoquées, il y a quand même quelque chose pour moi qui doit être de l'ordre du constat et pas de la négation. C'est-à-dire que, et c'est ça qui me sidère un peu, c'est-à-dire que je pense qu'on est en effet dans un déclin français. Il y a un livre qui porte un nom à peu près du même titre, ce n'est pas ma volonté de faire ce rapprochement, mais je trouve qu'on est dans un déclin français et la crise l'a montré. Tu parlais de mondialisation, on va d'abord juste se focaliser sur la France. Dans les classements, que ce soit PISA qui évalue notre évaluation scolaire, en gros, où on se situe dans le monde en termes de qualité des élèves et en qualité de l'apprentissage, on s'écroule, on se casse la gueule. Que ce soit dans les classements TIMSS, c'est-à-dire l'apprentissage des maths, des sciences, on se casse la gueule. Tu le ressens toi au quotidien ? Je le ressens, c'est-à-dire que je le vois et je vais juste aller au bout de ma démonstration pour voilà. Non mais parce que j'y tiens. Quand on regarde le classement de Shanghai, qui est le classement des universités dans le monde, dans le top 50, il y a 2 universités françaises. Je prends l'étude du Boston Consulting Group qui a été publiée il y a quelques semaines dans l'Opinion sur les grosses entreprises les plus innovantes dans le monde. Dans le top 50, on en a 12 et les 12 sont européennes.
il n'y en a aucune qui est française. Je prends quelque chose qui est au cœur du livre et dont je parle et qui est à mon sens aussi un constat qu'on doit avoir sur le déclin français, qui est que en 2014, je crois que c'était 23% des jeunes partaient à l'étranger et y travaillaient, et restaient y travailler, que 23%. On se dit, c'est des gens, les fameux citoyens du monde, des gens ouverts de gauche et sans doute formidables, qui décidaient d'aller parcourir le monde ensuite. Aujourd'hui, le taux est passé à 79%. Donc c'est quelque chose qui est absolument colossal. Donc à partir du moment où on est dans un pays où même les jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont censés le faire pour les années à venir, partent, ça devrait tous nous alerter. Donc ça, c'est vraiment ma grosse théorie. Et là où je le ressens, bien sûr que je le ressens. C'est-à-dire que quand j'ai des potes qui travaillent, que ce soit dans des écoles de commerce ou même que ce soit à la fac, et qu'aujourd'hui à la fac, les gens en fait, parce que, enfin, une discussion tout simple. Quand vous sortez de la fac, qu'est-ce que vous savez faire ? Qu'est-ce que vous savez faire en sortant de la fac ? Ben moi, je vais vous dire, vous ne savez rien faire. Et c'est pour ça que je déteste la fac. Mais tout ça, mis bout à bout, pour moi, établit le triste constat, et ça me coûte de le dire parce que j'aime infiniment mon pays. Non. Et d'ailleurs, je vais rajouter un truc qui est l'artistique, parce qu'on va aller jusqu'au bout. Mais quand même, dans un pays où le cinéma, on a vu la dernière cérémonie des Césars, c'est déprimant. C'est-à-dire que quand on pense… Il n'y a pas que la cérémonie des Césars dans le cinéma français. Oui, non, mais alors citez-moi un des derniers grands films français qui a marché à l'international. Ne me citez pas d'artistes, par pitié, essayez d'être originaux. Et encore, oui, Intouchable, c'est très vrai, ça date d'il y a quelques années. On peut même prendre l'exemple de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Mais citez-moi une icône du cinéma français aujourd'hui, à part Marion Cotillard et pas Pierre Ninet. Voilà. À l'international, je ne sais pas. En France, je dirais Albert Dupontel, par exemple. Oui, bien sûr, mais Albert Dupontel, je suis d'accord. Mais si tu veux, on était quand même dans une époque, et là, je vais prendre volontiers mon chemin qui m'amène à voir la catégorie de vieux cons. Mais on était dans une époque, si on remonte à 1973, par exemple, on avait des gens brillants comme Alain Delon, on avait des gens fous comme Belmondo, qui avaient une gueule, qui avaient un style, qui bossaient, qui avaient des gens qui sortaient, etc. Donc bref, tout ça mis de bout. Non, un autre exemple. La musique. Non, mais c'est-à-dire que la musique, aujourd'hui, je pourrais parler de l'Eurovision, mais c'est-à-dire que les gens qui s'exportent le plus… Favori cette année, attention. Oui, mais parce que la jeune fille est brillante. Je trouve que Barbara Pravi, sur le coup, a une voix, elle est bouleversante. Mais il y a les tubes qui s'exportent le plus. Alors c'est très bien, Jul et Aya Nakamura. Mais c'est formidable. Mais quand on en est à penser, notamment au sein de certaines personnalités politiques, qu'il faille adapter la langue française à Jul, je me dis que… Vous voyez ? Et tout ça m'amène à penser qu'il y a un déclin français. Voilà. Donc j'ai essayé de balayer le spectre pour essayer de réaliser à quel point la situation est grave. Alors, non sans caricature. C'est intéressant. En vrai, je partage une partie du constat. Sur Jul. Mais alors, sur Jul, et même sur d'autres parties, mais effectivement sur celle-là. Vous n'écoutez pas de rap ? Non, mais moi pas trop. Mais je suis surtout lyonnais, donc si tu veux, tout ce qui est en dessous de Lyon. Et notamment à Marseille, ça me stresse un petit peu. Il y a un petit côté, voilà, exactement, de supporters fanatiques de l'Olympique Lyonnais. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, je trouve ça le débat extrêmement intéressant. Mais au-delà du constat que tu poses, qui est, je pense, en partie vrai sur certains sujets, même si j'aime pas ce côté aussi un peu non, mais où on se tape dessus nous-mêmes, où il y a des points sur lesquels que tu n'as pas abordé, sûrement sur lesquels on a fait, où la France est toujours reconnue dans son travail, mais lesquels, par exemple? Ça, c'est un vrai débat, parce qu'à chaque fois, j'entends au-delà dire, de ça, par exemple, non, mais sur l'industrie aéronautique, par exemple, la France, c'est un domaine qui est reconnu. Sur le luxe, le luxe français, c'est toujours quelque chose qui est reconnu dans le monde. Donc, tu as quand même des domaines dans lesquels… Le luxe et l'industrie, et même, par exemple, tu prends l'exemple de l'aéronautique, je suis d'accord, mais aujourd'hui, quand, par exemple, l'Europe doit passer des contrats, soi-disant en Europe, l'Allemagne préfère acheter des avions américains. Donc, tu vois, et inversement, on a réussi à vendre des avions français il n'y a pas longtemps. Non, mais je veux dire par là que j'entends ton constat et je pense que je le partage en partie. Mais ce qui est plus intéressant, je pense, c'est de creuser les raisons de ce déclin dans tous les domaines que tu as abordés. Et là, on revient sur un sujet qui est purement politique, c'est la question du changement de modèle. Est-ce que la France a su, au sortir des 30 Glorieuses, à un moment, faire des réformes qui étaient des réformes qui permettaient de s'adapter au monde. Quand vous avez un pays qui a un niveau de taxation tellement fort qu'il a découragé les investissements, notamment dans la question du pharmaceutique,
qui a fait fuir des emplois à l'extérieur, qui a fait fuir des personnalités à l'extérieur, et ben aujourd'hui vous vous retrouvez avec les résultats d'une politique qui est une politique différenciée. On parle en ce moment de l'impôt sur les sociétés, on dit Joe Biden augmente aux États-Unis, décidément c'est la mode en ce moment, augmente l'impôt sur les sociétés aux États-Unis. Mais la réalité c'est que la France elle a un impôt sur les sociétés qui était avant notre arrivée au pouvoir en 2017 à 33% sur certaines sociétés, alors que la moyenne de l'OCDE c'est 22% et l'Union européenne c'est 25%. Qu'est-ce qu'on a fait pendant ce quinquennat? On a baissé l'impôt sur les sociétés parce que à quel moment voulez-vous... Il est aujourd'hui à combien? Il approche des 25%, il est à 27 je crois sur cette année et il sera à 25% à la fin du quinquennat comme on s'y était engagé. Mais comment voulez-vous que des entreprises technologiques avancées sur les domaines dont tu parlais à l'instant s'installent en France dès lors qu'elles comprennent qu'elles peuvent aller soit dans des paradis fiscaux, soit même dans des pays à côté de nous, produire l'industrie allemande par exemple, en est un bon exemple, produire pour moins cher, alors même qu'elles vont être taxées à fond en France. Il y a plein de sujets sur lesquels la France est restée bloquée dans un modèle qui était un modèle des années 70, 80, n'a pas adapté à la fois ses politiques économiques, n'a pas adapté ses infrastructures. Mais pourtant c'est à cause de la mondialisation que tu défends aussi. Mais en fait, la question c'est est-ce qu'on a un esprit français qui consiste à s'opposer à ce que le monde est ou est-ce qu'on s'adapte à ce que le monde devient? Et quand je vois les propositions de Marine Le Pen, par exemple, c'est ça, quand on a cette opposition frontale sur la mondialisation, elle est d'abord avec Marine Le Pen. Mais quand je vois ce qu'elle propose avec le protectionnisme aux frontières françaises, je dis mais en fait c'est une blague. À quel moment? Qui croit que mettre des barrières protectionnistes à l'échelle de la France va servir à quelque chose si ce n'est à appauvrir les Français? Qui croit qu'aujourd'hui la France a la capacité de produire toute seule ce dont elle a besoin? C'est faux, c'est une hérésie absolue économiquement parlant, mais même en termes de réflexion. Et là-dessus, c'est pour revenir à ton constat de base, je pense que la réalité, c'est que ce déclin existe en grande partie sur les sujets que tu as cités, mais qu'au-delà de le constater, il faut aussi chercher les causes de ce déclin. Et les causes de ce déclin, c'est d'abord et avant tout l'immobilisme français, l'immobilisme d'une partie de la classe politique qui a toujours refusé à un moment de fâcher. Et quand on refuse de fâcher, parce qu'on a beaucoup de clivages en France, mais à la fin, on se rend compte qu'en Allemagne, ils font des réformes, quoi qu'on en pense, ils font des réformes beaucoup plus facilement que nous, parce qu'ils ont cette capacité au dialogue et à ne pas foutre le bordel dès qu'il y a un truc, au compromis, exactement. En France, nous, dès qu'on fait un truc, pouf, ça tombe comme si c'était problématique au point de devoir amener des manifestations monstres, etc., alors que c'est des sujets qui ne sont pas forcément aussi caricaturaux qu'on veut bien le croire. Après, je pense que ça mériterait une émission entière, mais oui. Je laisse répondre. Ouais, mais c'est là où tu parles par exemple de l'industrie, etc., et à taper sur Marine Le Pen, c'est normal parce que c'est l'adversaire idéologique, mais je pense qu'il faut aussi se poser la question à savoir pourquoi autant de gens adhèrent aujourd'hui au discours de Marine Le Pen. Parce que, oui, mais c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu Jacques Attali, comme ça, oui, mais la France a toujours été immobile, regardez en Allemagne, etc. Je pense qu'on peut regarder en Allemagne. Mais tu le partages, ce constat de la politique, de l'immobilisme français en matière économique, en matière... C'est-à-dire que je pense que c'est justement à force d'aller s'inspirer un peu ailleurs et de vouloir faire un peu comme les autres ou d'essayer de bouger à certains moments qu'on s'est engouffré dans des choses totalement absurdes. Et pour reprendre le domaine de l'industrie, je pense qu'on a toujours eu ce qu'il fallait. Je pense que justement, il y a un moment où on a décidé de mener une certaine politique, qu'on a désindustrialisé. Et là, on était à la mode quand on a fait ça. Et pourtant, on voit aujourd'hui qu'on n'en a jamais eu autant besoin. Et je pense qu'en France, on avait des géants français. Et pour en prendre un que je connais bien, on avait une branche qui s'appelait Alstom et qu'à l'époque, malheureusement, un ministre qui est aujourd'hui président, qui s'appelle Emmanuel Macron, quand Arnaud Montebourg a décidé de s'opposer à cette vente et à ce rachat de General Electric de Alstom par General Electric, et d'ailleurs aujourd'hui vous ouvrez le Figaro, depuis le début de la semaine, vous avez une page de pub, c'est une grande entreprise française qui alerte sur des pertes d'emplois, etc. Les salariés d'ailleurs d'Alstom attendent toujours le respect des engagements d'Emmanuel Macron. Et en fait, il y a plusieurs, je cite Alstom parce que c'est le plus récent et le plus passionnant, mais ça fait partie des gens français qu'on a laissé partir, justement dans cette logique aussi de mondialisation, parce qu'Emmanuel Macron avait dit ici, on n'est pas le Mexique. On peut citer également Nokia, racheté par Alcatel. On a eu également Penisher, je crois que c'était un géant de l'aluminium. Et en fait, on a beaucoup, quand on regarde aujourd'hui, de grands géants français qui se sont laissés bouffer, qui se sont laissés racheter, notamment dans cette logique de il ne faut pas se laisser immobiliser, donc on va laisser les autres partir, etc. Et même aujourd'hui, d'ailleurs, quand on regarde les géants français, on prend des exemples comme Renault, Peugeot, etc. Oui, ils sont tellement français qu'ils ont des usines en Turquie, au Maroc. Donc vous voyez ce que je veux dire. Et justement, eux-mêmes correspondent à cette logique de on n'est pas immobile, on est tendance, on va délocaliser les emplois, etc. Donc je pense
C'est dommage en effet parce que ça m'avait pris une fois de plus une émission entière, mais on refera le débat. Débat sur l'industrie française. C'est ça, mais on donc je pense que aussi. Exactement, on n'a pas fini. Et là où Marine Le Pen a malheureusement raison sur le constat, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui adhèrent à ce discours parce qu'ils se disent ah ouais, mais moi la mondialisation elle a tellement bien marché pour moi que je me retrouve au chômage. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous. Merci beaucoup Ambroise. Merci pour l'invitation. C'était un bien bon débat, j'espère que ça permettra aux gens le meilleur débat. J'espère que ça permettra aux gens de se faire un avis plus précis sur la question. On retrouve du coup évidemment le livre Génération fracassée. Les livres. Et puis on peut te retrouver évidemment avec les jeunesses avec Macron. Les jeunes avec Macron. Les jeunesses avec Macron, ça rappelle des choses qui ne sont pas forcément très positives. N'atteignons pas le point Goldwyn si tard. Voilà, trop tard. Les jeunes avec Macron, excuse-moi de ma langue à Pas de soucis, je t'en prie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo à vos amis, à votre famille, à vos opposants politiques également. Retrouvez-nous sur le crayon tous les jours pour des vidéos et tous les vendredis pour des débats comme ceux de cette teneur-là. Ils ne seront pas aussi bien, mais on essaiera de tenir le trajet haute la prochaine fois. Merci beaucoup à vous et puis à très bientôt. C'était Valorant pour le crayon. Ciao.